Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Monde des Arts. Merci d'être fidèles. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, surtout par les temps qui courent, une bonne nouvelle. Et oui, le prix unique du livre, ça y est, on y est enfin depuis le 1er janvier. C'est la fin tout de même d'un long combat pour les libraires indépendants, 48 ans après la France tout de même. Alors concrètement, c'est l'éditeur maintenant qui fixe le prix de vente d'un livre qui sera vendu au même prix en librairie, en ligne, en grande surface, etc. C'est une bonne nouvelle, donc ça fait du bien, mais est-ce que tout le monde en sort vraiment gagnant et est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers ou en tout cas cachés derrière cette mini-révolution? On va en parler dans cette émission avec nos invités. Tout d'abord Gaëlle Charon, bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes, directrice du syndicat des librairies francophones de Belgique. Ça veut dire quoi concrètement? Tout à fait. Eh bien, on a une septantaine de membres et dont on défend les intérêts, dont on fait la promotion. Voilà. D'accord. Donc vos membres, ce sont des libraires plutôt indépendants? Ce sont des librairies indépendantes et pas des librairies presse. Des librairies où on vend du livre. D'accord. Et pas Fnac, pas Club, pas des groupes comme ça? Non, librairies indépendantes. D'accord, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. En face de vous, Mélanie Roland. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Vous êtes éditrice, on avance un petit peu dans la chaîne du livre, directrice d'Alice Édition. C'est une vieille maison déjà, Alice Édition. Vous avez changé un petit peu votre rayon. Maintenant, c'est jeunesse. Oui, c'est une vieille maison qui a commencé par les beaux livres, le patrimoine, et qui s'est spécialisée en jeunesse ces 15 dernières années, je dirais. Et ça marche, l'édition jeunesse? Oui. Je crois, c'est en plein boom. En face de vous, Vincent Demullière. Bonsoir Vincent. Merci d'être là. Vous êtes un libraire, je dirais un petit peu différent des autres. Je ne sais pas si vous faites partie d'ailleurs du syndicat des libraires francophones. Non, encore. Dit-on, pas encore. On verra bien. On en parlera peut-être après l'émission. Allez, ça va. Vous êtes fondateur de Quartier Libre. C'est quoi Quartier Libre? Alors, Quartier Libre, c'est une nouvelle définition que nous, on a donnée de la librairie, qui est plutôt une forme de librairie tiers-lieu culturel, donc où on mettra, puisque voilà, pour l'instant... On est encore à l'état de projet. On est à l'état de projet, enfin, ou tout au moins on est présent numériquement sur le web, mais c'est de mettre à disposition un certain nombre d'outils et de services autour de l'éditorial et de faire communauté. C'est un peu ça la définition du tiers-lieu, c'est de faire de la communauté autour du livre et de la lecture. Et comme votre nom l'indique, vous êtes libre, en tout cas pour l'instant. En face de vous, Simon Casterman. Bonsoir Simon, merci d'être là. Vous êtes le président de l'ADEB. L'ADEB, c'est l'association des éditeurs de Belgique qui compte dans ses membres aussi des distributeurs, comme dit Libelle, on va en parler. Tout à fait. Nous représentons essentiellement des éditeurs, mais également d'autres membres de la chaîne du livre. Entre l'auteur et le libraire, il y a beaucoup d'intervenants, et donc nous représentons les éditeurs et les diffuseurs, distributeurs. Est-ce que votre voisine est membre de l'ADEB? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Elle confirme. Vous pensez que oui? Non, vous savez, évidemment. Alice Édition est membre de l'ADEB. Allez, on va parler de ça, du prix unique du livre. C'est une bonne nouvelle. Qui sont les gagnants dans tout ça? Moi, je dirais d'abord le lecteur, peut-être. Premier, voilà. Maintenant, on a un prix unique. On va dans une grande surface, je ne vais pas la citer, on va dans là j'ai cité Club, Fnac, on va à la Fnac, etc. C'est le même prix que dans une librairie indépendante. Il fallait se battre pour ça. L'autre gagnant, c'est le libraire. Oui, le libraire est très content d'être arrivé à ce prix unique. C'est vraiment un long combat qui a commencé peu de temps après l'installation du prix unique en France. Donc dans les années, le combat a commencé, je crois, vers 83, 85, quelque chose comme ça. Pourquoi c'était si long? Ça a été, je pense que la Belgique n'a peut-être pas simplifié la lasagne communautaire et n'a pas simplifié les choses. Et à la base, c'était une compétence fédérale. Et puis c'est quand ça a changé de compétence que ça a permis un peu d'ouvrir les champs. Donc voilà. Mais le libraire est très content de pouvoir effectivement avoir un prix unique. Donc ce qui permet finalement de lisser un peu la concurrence. Et puis. Donc la concurrence, c'est quoi? C'est les grandes surfaces, comme je l'ai dit? Ça peut être la grande surface, ça peut être les grandes surfaces culturelles qu'on a comme Fnac, Club, etc. Et puis surtout l'e-commerce. Et surtout, évidemment, depuis quelques années, l'e-commerce, plus qu'avant. C'est ça, le grand cette dernière année, encore plus, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les gens préparent leur visite en librairie, vont sur le web, recherchent ce qu'ils veulent comme ouvrage, regardent le prix, et puis éventuellement, maintenant, il y a une démarche pour aller plus en librairie. Donc, au moins, je dirais, le libraire peut dire, OK, on peut vous vendre le livre au même prix. Est-ce que la Covid a fait du tort quand même? Les librairies ont fermé à un moment donné, elles sont ouvertes en Belgique en tout cas. Ça fait du tort par rapport aux librairies qui ont pignon sur rue, si je puis dire.
j'imagine. Alors, majoritairement, les librairies s'en sont bien sorties dans cette année, mais je dirais qu'il y a toujours des exceptions de librairies universitaires, de librairies très spécialisées, très pointues, de librairies dans des lieux touristiques ou dans des lieux de bureaux, des choses comme ça. Mais majoritairement, les gens se sont fort tournés vers le livre, sont revenus en librairie, de nouveaux clients sont venus, etc. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Simon Casterman, on a des chiffres. Moi, j'ai trouvé 25% des ventes de livres, c'est Amazon en Belgique. Non, nous n'avons pas de chiffres précis sur la part Amazon. Je crois que c'est largement inférieur à 25%. Ah, tout de même, d'accord. Oui, donc ça, c'est juste des sortes d'effets d'annonce. Oui, c'est beaucoup 25%. Mais je confirme que le marché s'est bien porté en 2020. Et donc, nous sommes sur une année très atypique. Mais nous nous réjouissons de voir que le livre fait partie des produits qui ont été considérés comme importants et peut-être un peu refuge. Ça permet de s'évader, ça permet de se distraire. Ça permet tout le monde qui confirme, là, vous confirmez aussi? Oui, essentiel, on dirait. Oui. Je pense que c'était important, effectivement. Je pense que on en parlait tout à l'heure, le livre a été effectivement une valeur refuge. Je pense que après, malheureusement, au niveau culturel, avec la fermeture des théâtres, etc., je pense que les gens se sont retournés vers le livre. Le livre et aussi l'e-book. Il faut le dire aussi, parce que le marché de l'e-book a fortement progressé. Je pense que les éditeurs pourront en témoigner aussi. Et ce qui était quand même assez inattendu. Ouais, vous confirmez, Simon Casterman? Je vois que vous n'avez pas l'air... oui, la part de l'e-book reste quand même relativement, en tout cas sur les territoires francophones, relativement marginale. Ouais, ça ne bouge pas trop. Hein. En tout cas, dans la lecture fictionnelle. Je ne parle pas de livres juridiques ou de sciences humaines et techniques. Non, ça ne bouge pas trop. Et nous... On ne va pas s'en plaindre, on est quand même content que le livre passe par des prescripteurs que sont les libraires. Même type de question, Mélanie Roland, pour l'éditrice que vous êtes, vous avez encaissé le coup. C'était compliqué cette période? Au début de l'année, oui, mais dès la réouverture en mai-juin, non, il y a vraiment eu un engouement pour le livre. Les enfants à la maison, et puis comme on fait des beaux livres illustrés, en moyenne, l'e-book ne plaît pas tellement dans ce domaine-là. C'est plus chouette d'avoir un papier, un livre à feuilleter avec son enfant qu'un e-book. Est-ce que ce prix unique, ça va ramener les clients? Parce que c'est tout de même ça à la base, c'est quand même une librairie, c'est commercial. Voilà, beaucoup ont été, on l'a dit, enfin beaucoup, on va relativiser, c'est vrai par rapport à l'e-commerce, mais enfin, où beaucoup vont dans les grandes surfaces, parce que voilà, on fait ses courses, et puis il y a un rayon livre juste à côté, on prend 2-3 livres. Ça, c'est quand même des clients que les libraires indépendants non plus. Est-ce que le prix unique va ramener des clients, vous croyez? Je pense que ça amène ça va amener une transparence, en tout cas par rapport aux clients en librairie. Donc ça simplifie les relations libraire-lecteur-client. Oui, ça va permettre en tout cas que le choix ne se pose pas sur le prix. Donc le choix va se faire en termes d'affinité vers son libraire ou de pratique parce qu'on est dans une grande surface, quoi. Donc ça va permettre vraiment, en tout cas aux libraires, de dire venez chez moi, vous bénéficierez d'un conseil, d'un échange. D'où l'importance du rôle du libraire, du métier de libraire. Ah oui, plus que jamais. Oui. Plus que jamais. Oui, tout à fait. Oui, on l'a vu. Bon, évidemment, on sort d'une période... Enfin non, on est dans une période compliquée. Ouais, c'est pas fini. Mais, je ne veux pas vous casser l'ambiance, mais c'est pas fini. Non, d'accord. Mais la relation au libraire, cette année, a été incroyable, en fait. C'est un peu devenu le café du commerce, entre guillemets. Ouais. C'est vrai, c'était un des derniers endroits où on pouvait se croiser un petit peu, quoi, quand même. Oui, tout à fait. Donc, ceci dit, allez, concrètement, le prix unique, ça diminue votre marge, évidemment, quoi. Donc, il va falloir récupérer tout ça, c'est pas évident. Écoutez, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, en effet. Logiquement, ça diminue la marge, mais ça n'est pas le cas. J'ai interrogé plusieurs libraires. Alors, il y a les gros libraires, il y a les plus petits, et ils ne voient pas... Voilà, il y a eu plus de ventes. Maintenant, on est dans une période... Alors, ce n'est pas que sur cette année-ci, c'est déjà l'année dernière, on a senti petit à petit les ventes augmenter. Les gens ont un budget plus important. Et puis, je pense que ça permet à la vente de se faire. Parfois... Mais il faut vraiment que les ventes augmentent pour rattraper ce trou, quand même, non ? Bien oui, bien sûr, mais je dirais avant, le libraire ne commandait... Enfin, c'est pas le prix unique, en fait, qui fait la marge, qui fait la différence de marge, c'est la tabelle. La tabelle, on va en parler de la tabelle, qui n'existe plus. Ouais. Voilà, donc du coup, les libraires ne commandaient
pas que chez les distributeurs qui avaient cette tabelle. Donc, ce n'est pas comme s'ils devaient rattraper quelque part des ventes uniquement chez les enfin, c'était quand même les gros distributeurs. Oui, mais en tout cas, on a constaté qu'il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires. Certains libraires ont même augmenté leurs chiffres chez les 2 gros distributeurs belges. Donc voilà, est-ce que c'est une question d'époque où les gens reviennent en librairie et c'est un hasard, ou est-ce que le fait d'avoir un budget qui s'est quelque part... les avis divergent aussi entre libraires, notamment le libraire de Filigrane, Marc Philipson, qui lui parle d'une perte. Et, j'imagine que chaque librairie est différente, chaque échelle aussi, sont des échelles différentes. Je voudrais qu'on parle quand même de cette fameuse tabelle. Je ne sais pas si le grand public voit tout à fait ce que c'est. C'est un truc qui était instauré il y a longtemps, du temps où on achetait en franc français, puis il y avait le franc belge. Oui, il y a des différences entre évidemment les monnaies, les fluctuations, et donc... il y a une tabelle qui a été instaurée. Ce terme a subsisté malgré évidemment la suppression des frontières et l'apparition de l'euro. Et donc c'est ce qui rend peut-être aussi la situation difficile à comprendre et ce qui a expliqué peut-être aussi le temps que ce décret a mis pour aboutir sur la table et être concrétisé. En fait, on avait une situation paradoxale en Belgique, c'est que le livre par rapport à un livre français pouvait être discounté en grande distribution. Et donc ça, c'était peut-être intéressant pour le consommateur final, des remises parfois importantes, mais il était aussi, le prix était aussi augmenté par cette tabelle pour couvrir les structures d'importation et les structures de logistique qui étaient installées sur le marché belge. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a des distributeurs comme Dilibel, Interforum, Média et Participation. C'est eux qui ont insisté pour qu'on maintienne cette tabelle, c'est ça ? Ce sont des structures intermédiaires qui assurent un service logistique, un service de représentation et de représentants en librairie. Et ce service était rémunéré par cette tabelle qui permettait aux groupes français de vendre à leurs distributeurs comme à un libraire et aux libraires de vendre aux libraires belges à un prix plus élevé, ce qui lui permettait de financer sa structure intermédiaire. Donc ça leur fait pas rigoler la fin de la tabelle. Non, c'est compliqué pour eux parce que cette taxe, cette tabelle, sort de leur poche évidemment puisqu'ils l'ont plus et elle est maintenant dans la poche du consommateur final puisque les livres et le marché belge est très fort dépendant de l'importation de livres français. De France, bien sûr. C'est environ 80% du marché belge est un marché qui vient d'éditeurs francophones, enfin de français, pardon. Et donc, oui, cette tabelle était importante. Et je crois que beaucoup de consommateurs ont déjà constaté, en retirant la petite étiquette derrière le livre, qu'en fait, le livre était marqué à un prix inférieur au prix qu'ils avaient payé en librairie en Belgique. Et alors, cette transparence-là était embarrassante, mais elle devient totalement dure à supporter si on peut trouver moins cher rapidement sur Amazon, par exemple. Puisqu'Amazon, évidemment, lui, vendait au prix français. C'était ça, le gros problème. Alors, les distributeurs, vous avez des distributeurs parmi vos membres, dont Dilibel. Alors, Dilibel, j'explique, c'est une filiale du groupe de Hachette, qui dépend du groupe Lagardère. On avait invité le directeur de Dilibel Belgique, donc Patrick Moller. Il a préféré ne pas venir, ne pas participer à cette émission. Il y a Interforum aussi, ça c'est l'autre grand distributeur, en tout cas pour les livres, filiale d'Editis du groupe Vivendi. Alors eux, ils ont pris une décision plutôt radicale. Ils étaient installés, je crois, à Louvain-la-Neuve, au Tigny, c'est ça, où ils amenaient du stock, etc. Ils rapatrient tout en France et tout va se faire de la France. Ça pose un problème pour les éditeurs, ça, parce que vous, je crois que vous êtes distribué par Interforum. Ça va être quoi les conséquences, puisqu'ils ne sont plus là sur le terrain en Belgique? Alors pour moi, au niveau tabelle, il n'y en aura pas parce que j'avais la chance, pour des raisons historiques, de ne pas être labellisé malgré mon distributeur français. Entre les gouttes. Ouais. Donc mes livres étaient vendus au prix décidé. Ça, c'était très bien. Donc au prix décidé par l'éditeur. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'Interforum avait un stock pour mes auteurs belges, pour les ouvrages. Je pouvais communiquer directement avec eux. Et les libraires pouvaient se fournir chez eux plus rapidement, donc j'espère que ce ne sera pas trop compliqué depuis Paris, qui n'est pas si loin en termes géographiques, mais qui est peut-être très loin en termes symboliques. Oui, c'est pas si loin, mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout dans des périodes comme celle qu'on traverse en ce moment, si les frontières se ferment, etc. Bon, je sais que pour le commerce, c'est un petit peu différent, évidemment, mais ça peut compliquer un tout petit peu tout de même, non ? Oui, là, c'est pas encore terminé tout de suite, je pense qu'il reste jusqu'au mois de mai. Mais oui, j'espère que les camions vont pouvoir continuer à passer, parce que sinon ça va être un problème. Il faut signaler qu'il y a des emplois aussi là derrière. Je crois qu'il y avait une trentaine de personnes, je crois, qui travaillent dans les
On est en gare là. Oui, ils vont juste garder l'équipe commerciale. Ils en gardent. Continuer leur travail avec les libraires, mais toute la distribution sera effectuée à partir de la France. Voilà. Et on signale, pour être tout à fait complet, Simon Casterman, que Dilibel, dans un communiqué d'ailleurs, a confirmé qu'il reste en Belgique. Oui, ils ont confirmé qu'ils restent en Belgique, donc ils vont supporter la baisse de leur revenus tout en confirmant leur maintien en Belgique, ce qui est une très bonne chose, parce que je crois que c'est très important que le marché belge continue à bénéficier d'une structure de livraison de proximité. De fait, aller chercher ces livres en France, c'est plus compliqué que de les avoir à disposition de proximité en Belgique. Et donc c'est tout le challenge d'Interforum de livrer correctement maintenant la Belgique au départ de Paris, ce que font déjà d'autres distributeurs. D'autres distributeurs français livrent déjà au départ des entrepôts de Paris les libraires belges. Mais pour une série de petits libraires, je crois que c'est important de garder des livraisons de proximité. Et donc, le maintien de Dilibel en Belgique, c'est important pour ces petits libraires, parce qu'eux n'auront pas beaucoup de capacité à aller chercher les bouquins, les livres et les colis en France. Il y a un paradoxe quand même, parce qu'on voit, et vous le souleviez en préparant cette émission, c'est celui d'Amazon qui développe un petit peu, lui, des dépôts un peu partout, pour ne pas dire des librairies, enfin, elles ne sont pas encore là, mais on verra bien. Et on voit que les distributeurs, eux, rapatrient un petit peu leur stock. C'est paradoxal, c'était maintenant. Moi, j'ai une petite particularité, c'est que je suis d'origine française, donc je suis arrivé en Belgique maintenant depuis pas mal d'années, et donc il n'y avait pas de tabelle en France. Donc finalement, donc, quand je suis arrivé en Belgique, pour moi, c'était plutôt une interrogation. Qu'est-ce que c'est que cet objet et donc, d'une certaine manière, voilà, pour moi, en tout cas, on revient à ce que j'ai connu dans le passé, et donc les libraires vivent en France. Donc après, c'est vrai, au niveau logistique, il y a eu à une époque effectivement un certain nombre de dépôts régionaux en France, à Bordeaux, à Lyon, etc., où les petits libraires pouvaient venir chercher. C'est une sorte de grossiste où ils pouvaient venir chercher effectivement leurs ouvrages. Ils faisaient leur marché. Et puis, voilà, ils s'achalandaient comme ça. Et puis, effectivement, petit à petit, ces dépôts ont disparu. Et curieusement, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, donc, tout ça a eu un effet de centralisation, souvent donc, en région parisienne, bien sûr, alors qu'Amazon fait le contraire. C'est-à-dire qu'il déploie, alors je ne sais plus, je crois qu'il y a encore, à mon avis, 5 ou 6 projets de plateformes en France Amazon, en plus de celles qu'il y a déjà. Et donc, ils occupent de plus en plus le territoire de manière politiques différentes. Locale. Et vous croyez que les distributeurs se plantent alors Pardon ? Vous croyez que vous avez l'impression que les distributeurs se plantent, qu'il faudrait garder des dépôts régionaux Moi, je pense, oui. Il y a quelque chose en fait qui m'effraie avec cet acteur dont on n'aime pas citer le nom. En tout cas, c'est donc Amazon, bien sûr. Bah, on l'a dit 5 fois. Amazon comment dire, n'ont pas de scrupules. Donc à un moment donné, ils ont fait une annonce il y a de ça quelques mois en disant, je crois que c'était en Italie, aux libraires italiens, si vous voulez, vous pouvez passer par nous pour vous achalander. Là, ça veut dire que tout le système de distribution s'écroule sur place. Parce qu'avec les mêmes conditions, les mêmes remises, les mêmes, sauf la livraison en 24-48 heures, et avec des possibilités de retour. Donc ça veut dire que je pense que l'avenir du métier, en tout cas moi, il est vraiment logistique. Et donc si Amazon déploie de manière régionale et de manière internationale, parce que c'est ça en fait qui est en jeu, mondial, il a la main sur la logistique. On peut pas faire de résistance, il n'y a pas moyen, en tant qu'éditrice, vous dire, tous mes bouquins, il n'y a aucun de mes bouquins qui rentre chez Amazon. Il y en a qui le font. À mon avis, un éditeur de grosse taille pourrait dire à son distributeur qui veut boycotter Amazon, c'est pas à ma taille que je peux le faire. J'ai entendu qu'il y avait des éditeurs qui s'étaient mis à mettre le code barre au mauvais endroit, et donc du coup ils boycottent Amazon en faisant ça, mais ils boycottent aussi plein de librairies en ligne. Enfin, c'est compliqué. Simon, là-dessus ? C'est un refus de vente. Donc le refus de vente est en principe interdit. Donc boycotter Amazon ne peut pas être fait comme ça. On est coincé, quoi. On est coincé, on accepte l'ensemble des opérateurs, dont Amazon. Alors ceux qui ont pris des mesures pour contrer Amazon, ils ont dit qu'ils allaient mettre le code barre à l'intérieur. Comme ça ne passera pas sur les chaînes d'Amazon, mais ça ne passera sur aucune chaîne logistique non plus. Donc je pense que celui qui va faire ça, il n'aura plus accès à aucun distributeur français non plus, et belge aussi. Voilà. Je pense aussi que c'est un opérateur dont il faut tenir compte. Moi, je ne suis pas pour le boycott, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi des endroits en France, notamment, où la librairie de proximité est quand même assez loin. Donc, il faut aussi penser à ces publics-là. Maintenant, il faut que chacun trouve son organisation, sa valeur ajoutée.
Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de conseil chez Amazon. Donc ça, c'est le rôle des libraires, c'est d'apporter un conseil. Il y a un lieu où on a envie de venir. L'achat d'impulsion, il est compliqué chez Amazon. On va chercher ce qu'on a envie de trouver. On ne va pas découvrir quelque chose qu'on n'a peut-être pas. Enfin, il y a peut-être des gens qui aiment bien ça aussi. Et c'est vrai que la tabelle, maintenant, permet de remettre tout le monde au même niveau de compétition. Ça, c'est important. C'était un dur combat entre les libraires indépendants et des distributeurs comme Didibel ou Interforum pour obtenir ce prix unique. C'était chaud? Ça a surtout été long. Alors je vais vous avouer que moi j'étais pas à l'origine, ça remonte. Mais alors je sais pas si ça a été non. Je pense qu'il y a eu des discussions. Il y a forcément eu des pires achoppements. Ça me paraît normal dans ce genre de négociations. Mais au final, ce qui a finalement amené les choses, c'est le dialogue, quoi. Il y a eu un dialogue qui s'est passé entre l'ADEB d'ailleurs, les libraires, etc. Grâce au PILEN, qui est un organisme interprofessionnel. Ouais. Et donc ça a amené quelque chose en fait. Donc il y a peut-être eu combat, mais grâce au dialogue, on est arrivé finalement à trouver une solution. Non, je pose la question parce que tout s'est fait lentement. On parle de cette fameuse tabelle, mais elle a été diminuée progressivement. D'abord en 2019, puis en 2020, avant disparition. Oui, très brièvement. Oui, le plus gros blocage ne venait pas des distributeurs. Le plus gros blocage venait de la grande distribution. Donc, comme c'est un dossier fédéral et que la grande distribution est un acteur important, le fait de ne plus discounter le roman d'Amélie Nothomb, le nouvel Astérix, pour eux, était vraiment embarrassant. Et donc ça, le plus gros blocage venait de grand ce acteur ou lobby. Le livre était un produit d'appel. Bien sûr, voilà, évidemment. Intéressant, et ça, c'était là le plus... Ouais. Bon, il y a des initiatives un petit peu alternatives aussi qui se présentent. On en parlait tout à l'heure en présentation. On va regarder une courte bande-annonce, une espèce de bande-annonce, comme on dit au cinéma, pour votre projet Cartélé, puis on en parle juste après. You know I love you, baby, more every day. You are my sweetheart, baby, in every way. Voilà le projet, un quartier libre. Là, on réunit le XVIIe siècle où l'éditeur était à la fois le libraire, à la fois l'imprimeur et les technologies d'aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée? Ouais. Je suis historien de formation, donc c'est vrai que j'ai beaucoup étudié ces époques-là. Et puis, on sait très très vite. Moi, j'ai un parcours, j'ai dirigé des grandes librairies, donc c'est un métier que je connais très bien. Et puis, quand j'ai quitté l'exploitation de la librairie, je suis parti dans le digital, vers le book. Donc, j'ai découvert un autre univers, un autre territoire. Et donc, à un moment donné, je suis né dans une famille de commerçants. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai ça dans le sang et je voudrais y retourner. Et à ce moment-là, si j'y retourne comment? Et j'avais envie d'imaginer autre chose. Et puis, on s'est vite posé la question de la technologie en se disant, nous, elle nous intéresse à la seule condition qu'elle va mettre en avant le livre et la lecture. Ouais. Le métier de libraire, c'est quoi? C'est de raconter des histoires et de faire découvrir des histoires. Donc, si la technologie peut nous aider à le faire, on va le faire. Ouais. Et c'est ça que vous essayez de lancer, une espèce Tout à fait, ouais. On espère, vous n'avez pas encore de mur pour l'instant. En tout cas, on en parlait tout à l'heure, on a présenté notre projet sur la foire du livre de Bruxelles, qui était la seule foire du livre, je crois, en 2020, en tout cas en physique. Oui. Et puis, bien évidemment, dès que la foire s'est fermée, tout s'est arrêté. Et donc, on a basculé en ligne. En attendant. Là, vous êtes en ligne, vous êtes aidé aussi un peu par les pouvoirs publics, Atrium, etc. Tout à fait, on est accompagné en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une solution peut-être, une solution alternative, c'est autre chose? Ah oui, moi je pense que toute forme de librairie peut être une solution à quelque chose. Voilà, et je pense que, mais par contre, je crois qu'être entre quatre murs comme le projet initial,
est souhaitable et est une très bonne chose et peut être complétée par un site. Nous, on le voit en librairie avec Librel, qui complète magnifiquement, je dirais, les librairies physiques. Pas très médiatisé, on n'en parle pas beaucoup de Librel. Pas encore, ça va venir. Mais c'est lent, parce qu'il y a quand même eu un confinement, 2 confinements. Librel a commencé pile poil au 2e confinement, et je dirais que ça a démarré sur des chapeaux de roue, donc voilà, il faut... Librel existe, on peut acheter des livres en ligne de librairies indépendantes via... À chercher en librairie, donc c'est le stock qui est mutualisé. C'est ça. Allez, très rapidement, il nous reste peu de temps, je vais vous montrer quand même votre chef-d'œuvre, Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est quoi? Ça vient de sortir? Oui, c'est sorti en novembre et c'est la version intégrale retraduite et complètement illustrée du célèbre Alice au Pays des Merveilles. Oui. Qu'il nous fallait puisqu'on s'appelle Alice. Pardon? Bah oui, voilà. C'est libre de droit, j'imagine. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. Maintenant, c'est bon. J'en montre 2, 3. Voilà. Donc, c'est vous qui fixez les prix. Maintenant, c'est ce que j'ai dit un petit peu en début d'émission. Ceci dit, ça a toujours été l'éditeur qui fixe les prix ou comment ça se passait avant? Oui, c'est l'éditeur qui fixe le prix de base. Après, ça bougeait, si le libraire décidait d'ajouter un prix ou s'il y avait une tabelle, une précision aussi, Simon Casterman, c'est que ça concerne cette histoire de prix unique que les livres qui sont édité, publié en 2021, donc pour les livres qui sont publiés avant. C'est un peu compliqué. Enfin c'est pour que les gens, si on va chercher des anciens livres, des livres publiés avant, c'est encore... ça bouge encore un tout petit peu. Oui, très rapidement. Mais très rapidement, moi j'ai été ému de voir les images, notamment de l'historique du métier, puisque ça parle pour moi en tout cas, de la longue histoire de Casterman. Et je crois que c'est important de dire que le livre papier, c'est aussi un bel ouvrage, un bel objet. Donc l'attention à l'objet lui-même, le choix du papier, le choix du format, le choix de la reliure, tout ça, ça fait partie du métier du livre, c'est très important. Même si Vincent défend aussi les livres en ligne, bon, on n'a plus le temps de refaire une autre émission. L'émission. Une autre émission, d'autant plus que j'ai un petit rectificatif à faire avant de clore cette émission. Il y a 2 semaines, dans Mon Désert, j'évoquais le cas de la directrice de l'Espace Sangor qui avait été écartée par le conseil d'administration. Cette personne conteste le terme d'écarté, précise dans un communiqué que la rupture de contrat s'est faite d'un commun accord, voilà qui est dit. Merci beaucoup, merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a éclairé un petit peu la lanterne des gens. Et puis, allez en librairie. On a parlé d'Amazon, allez, on le cite encore une fois, mais non, allez en librairie, qu'elle soit grande d'ailleurs, indépendante ou petite, peu importe, mais lisez. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain avec une autre émission, un autre débat. Bonsoir.